On va parler d'aplasie médulaire, prise en charge diagnostique et traitement dans les grandes lignes. Pour donner un peu les bases de prise en charge de ces patients. Donc, vous savez qu'on définit l'aplasie médulaire comme une insuffisance médulaire quantitative, donc qui est liée à une raréfaction du pool de cellules souches hématopoïétiques et donc des précurseurs hématopoïétiques. Le plus souvent, le diagnostic d'aplasie médulaire est porté devant une pancytopénie qui se caractérise par une anémie arégénérative avec des réticulocytes diminués, qui peut être normaux ou macrocytaires. Ce n'est pas du tout exceptionnel d'avoir des anémies macrocytaires. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une myélodysplasie. Une neutropénie et une thrombopénie le plus souvent. Il faut savoir que dans un nombre non négligeable de cas, les patients vont avoir soit au diagnostic, mais peuvent également, dans le cours de l'évolution, garder une bicytopénie, voire une monocytopénie. Il ne faut pas partir du principe que quand on a une bicytopénie, on ne peut pas avoir une aplasie médulaire. Et la seule façon d'aboutir à ce diagnostic, c'est de faire une biopsie ostéomédulaire, y compris quand la moelle est non diagnostique et pas seulement une moelle pauvre. Donc, il faut vraiment, on a extrêmement souvent des patients dont l'histoire de la maladie commence par une thrombopénie, parce qu'il faut savoir que la lignée plaquettaire, par contre, est toujours atteinte. Je n'ai jamais vu d'aplasie médulaire avec une lignée plaquettaire qui reste normale, et c'est souvent celle qui diminue en premier. Et on a hyper souvent, quand on discute des dossiers, des histoires qui ont commencé par « j'arrive aux urgences, j'ai 15 000 plaquettes, on pose un diagnostic du PTI, on met des corticoïdes, des immunoglobulines, éventuellement du N-plate. Puis en fait, quand on regarde la NUM aux urgences, ce n'était pas une thrombopénie isolée parce que les neutros étaient à 1000, l'hémoglobine était à 10 grammes. Donc, en fait, il y a souvent des pancytopénies qui prédominent très nettement sur la lignée plaquettaire qui sont prises pour des PTI. Et donc, il faut vraiment rester, quand on pose un diagnostic de PTI, sur une NUM, par ailleurs, strictement normale. Sinon, on a du retard dans la prise en charge diagnostique. Et voilà. Et puis, parfois, il n'y avait qu'une thrombopénie, mais dans les jours qui suivent, on voit se constituer les autres cytopénies dans les aplasies très aiguës en particulier. Donc, que ce soit une pancytopénie ou une bi ou une monocytopénie, si on n'a pas d'explication évidente, on fait un myélogramme, et si on n'a pas d'explication évidente, si la moelle soit est pauvre, soit n'est pas contributive pour expliquer les cytopénies observées, on va compléter par une BOM. Donc le myélogramme, il a surtout pour objectif, d'une part, d'éliminer les diagnostics différentiels devant une pan ou une bicytopénie, en particulier myélodysplasie, leucémie aiguë ou infiltration par une autre pathologie, de faire un karyotype parce qu'on n'a pas le droit de poser le diagnostic d'aplasie médulaire si on n'a pas un karyotype. Ça permet d'éliminer formellement une myélodysplasie hypoplasique. Donc, c'est impératif. Ou une évolution vers un SMD d'une aplasie médulaire au préalable. Et donc voilà, c'est impératif de faire un myélogramme et pas qu'une biopsie ostéomédulaire pour ça. La biopsie ostéomédulaire, donc, elle va nous permettre de donner la richesse de la moelle, donc ça doit faire partie du compte-rendu, de la conclusion, et de pouvoir montrer qu'il n'y a pas d'envahissement, qu'il n'y a pas de myélofibrose, puisqu'on ne doit pas avoir de myélofibrose significative sur une BOM d'aplasie médulaire. Donc, ça permet de confirmer le diagnostic en disant que la richesse est diminuée pour l'âge. Donc, on dit qu'une aplasie, dans les définitions des aplasies sévères, que la richesse doit être inférieure à 30% de la richesse normale pour l'âge. Et pour les aplasies modérées, on dit inférieure à 50%. On verra sur les définitions de sévère et modéré. Et encore une fois, c'est très important de garder la notion de pour l'âge, parce que la richesse d'un individu de 5 ans et d'un individu de 70 ans, la richesse normale n'est pas du tout la même. Une fois qu'on a ce diagnostic d'aplasie médulaire, on va se poser la question de l'étiologie.
Donc, on peut distinguer deux grandes catégories d'aplasie médulaire. Les aplasies médulaires qui sont dites acquises, qui sont les plus fréquentes, en particulier chez l'adulte, et les aplasies médulaires qui sont dites constitutionnelles. Donc, les aplasies médulaires constitutionnelles sont liées à des déficits génétiques qui vont induire une raréfaction du pool de cellules souches hématopoïétiques. D'accord ? Donc, c'est des maladies génétiques qui font que la moelle, progressivement, entre guillemets, s'épuise parce qu'il n'y a pas un renouvellement du pool de cellules souches hématopoïétiques. Donc, les principales, c'est la maladie de Fanconi et ce qu'on appelait autrefois les dyskératoses congénitales et qu'on appelle maintenant des téloméropathies, des maladies des télomères. Le syndrome GATA2 qu'on rentre dans ces catégories, mais qui globalement se présente exceptionnellement comme une aplasie médulaire typique. Les amégacariocytoses, qui sont des maladies très rares, principalement de l'enfant, et qui sont en général diagnostiquées dans les premières années, et puis un certain nombre d'autres syndromes qui sont de diagnostics plus récents et plus rares. Et puis, ce qu'on appelle les aplasies médulaires acquises, où il y a deux grandes catégories. Les aplasies médulaires qui sont dites immunologiques, donc de mécanismes dysimmunitaires, et puis des formes qui sont extrêmement rares, parce qu'on n'en voit quasiment jamais si on exclut la toxicité habituelle des chimiothérapies qu'on appelle aplasie. Mais sinon, les aplasies toxiques, c'est-à-dire liées à des accidents d'irradiation ou des accidents avec des doses de chimiothérapie inadaptées qui vont donner des aplasies définitives, c'est heureusement exceptionnel. Et puis les aplasies idiosyncrasiques, c'est-à-dire immunoallergiques, il y a des médicaments, là aussi c'est à l'heure actuelle exceptionnel. Je pense qu'en 10 ans, j'ai dû en voir 2. Alors que les aplasies médulaires dites immunologiques sont pour le coup extrêmement fréquentes. Alors il y a toujours des difficultés parce que quand un patient arrive, souvent il a eu des symptômes avant d'arriver, donc il a pu éventuellement prendre des médicaments parce que ça n'allait pas, parce qu'il était fatigué, donc des anti-inflammatoires, ou son médecin a pu lui prescrire des antibiotiques, donc sans avoir fait de numération avant. Donc parfois on a quand même des interrogations, mais globalement c'est assez rare. Les aplasies immunologiques, on va distinguer les formes qu'on dit idiopathiques, c'est-à-dire qui ne sont associées à rien d'autre, il n'y a aucun marqueur particulier, de formes dont on fait des sous-entités, mais qui en fait procèdent toutes quasiment du même mécanisme immunologique. On parle d'aplasie post-hépatitique, de certains syndromes qui surviennent le plus souvent chez les enfants et les adultes jeunes, principalement de sexe masculin, qui sont des tableaux qui commencent par une hépatite, qui est dite une hépatite non virale, qui surtout sont des hépatites auto-immunes, mais il n'y a pas toujours de marqueurs d'auto-immunité, qui peuvent être extrêmement sévères. Il y a parfois des formes fulminantes avec des transplantations hépatiques associées, et qui, dans les semaines à mois, dans les 3 semaines à 3 mois qui vont suivre l'hépatite aiguë, vont faire une aplasie médulaire le plus souvent assez sévère. Et chez ces patients, on a l'avantage d'avoir une numération en général au moment où ils ont fait l'épisode d'hépatite, qui fait qu'on a fait qu'ils avaient une numération normale à ce moment-là et qui développent. Donc ça, c'est des tableaux qui sont assez typiques, assez caractéristiques d'aplasie immunologique et qui sont considérés comme immunologiques. L'aplasie médulaire associée à un clone HPN, qui représente 30 à 50% en fonction du seuil du clone des patients, du seuil qu'on utilise pour le clone, sachant qu'on a aussi des patients qui ont des aplasies post-hépatitiques avec clone HPN. Vous voyez, c'est des entités qu'on a décrites, mais ce n'est pas des mécanismes de survenue qui sont réellement différents. Puis les aplasies de la grossesse, qui sont des formes extrêmement rares, puisque quand on parle d'aplasie de la grossesse, on parle de patients qui développent des aplasies en général au dernier trimestre de la grossesse, extrêmement rares, et qui vont se résoudre complètement avec l'accouchement ou la fin de la grossesse, quand malheureusement ça ne se passe pas bien. Mais c'est exceptionnel. La majorité des patientes, c'est des patientes qui avaient probablement des aplasies médulaires qui se sont aggravées pendant la grossesse, parce que c'est une situation très fréquente, presque constante d'avoir une aggravation de l'aplasie chez ces patientes pendant la grossesse, et qui se révèlent parce qu'elles sont enceintes, donc ça s'aggrave.
Et voilà, mais ça, c'est un petit peu la classification qu'on peut retenir. Donc, d'un côté, les aplasies médulaires constitutionnelles qui sont vraiment génétiques et chez qui faire un traitement immunosuppresseur ne servira à rien. Les très exceptionnelles formes toxiques ou idiosyncrasiques, chez qui là aussi faire un traitement immunosuppresseur ne sert en général à rien. Et puis, les formes immunologiques qui sont de loin les plus fréquentes. Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est de faire un diagnostic étiologique. Pourquoi? Parce que quand on a une aplasie constitutionnelle, ça ne sert à rien de faire un traitement immunosuppresseur. Au contraire, on va aggraver les choses, on va augmenter le déficit immunitaire et le risque d'infection. S'il y a une allogreffe qui est indiquée pour cette aplasie, il faudra adapter le conditionnement de la greffe au diagnostic génétique dans un certain nombre de cas. C'est vrai surtout pour les patients qui ont une maladie de Fanconi ou une dyskératose ou une téloméropathie. Et puis, si on est dans un contexte de suspicion de pathologie génétique, il va falloir vérifier quand c'est un donneur intrafamilial qui ne peut pas non plus être porteur de la même prédisposition, parce qu'on sait que c'est des pathologies qui ne surviennent pas toujours à la naissance et on n'a pas toujours une nuque anormale. Donc, les arguments pour des formes constitutionnelles, c'est l'âge. Je vous disais, âge inférieur à 20 ans. Le morphotype, rechercher des anomalies, en particulier, c'est le cas dans la maladie de Fanconi, où il y a un retard de croissance intra-utérin qui est pratiquement constant. Donc, c'est des enfants qui ont un poids de naissance, une taille de naissance qui est inférieure à la norme, qui sont souvent à l'âge adulte, mais ça représente que 70% des patients qui sont souvent de petite taille, mais ce n'est pas 100% des cas. Et puis, on va rechercher des anomalies osseuses, notamment des anomalies des pouces, en particulier chez les patients qui ont une maladie de Fanconi, des anomalies cutanées, que ce soit des taches hypo- ou hyperpigmentées, ces fameuses taches caféolaires, mais il y a aussi dans les téloméropathies des hyperpigmentations des téguments. Il peut y avoir des pathologies hépatiques, pulmonaires, donc il faut vraiment rechercher toutes ces anomalies. La canicie précoce chez les patients qui ont des téloméropathies, qu'il faut parfois savoir rechercher parce que quand on a des cheveux blancs à 30 ans, souvent on se les teint. Donc les patients ne vous disent pas forcément ça. Donc il faut vraiment poser les questions et rechercher toutes ces petites anomalies qui peuvent constituer un argument. Dans certaines situations, il peut y avoir un déficit immunitaire associé, donc rechercher une hypogamma, un déficit en IgG AM, une lymphopénie, donc on fait un bilan. Rechercher certaines anomalies cytologiques, et on sait que parfois il y a des petits signes de dysgranulopoïèse et des petites anomalies qui vont éventuellement orienter, et puis chercher dans les antécédents familiaux pour un certain nombre de pathologies, et ça, l'interrogatoire est très important. Et puis ensuite, il va y avoir un certain nombre d'examens biologiques qui vont nous permettre de rechercher ces formes constitutionnelles. Alors, on va pas faire tout à tout le monde, et c'est pour ça que c'est important de vraiment serrer. Donc, la maladie de Fanconi, on va rechercher un excès de cassure chromosomique, le test de cassure qui est le test de référence pour poser ce diagnostic, éventuellement des tests biochimiques qui peuvent aussi aider quand on a un échec du test de cassure. Les téloméropathies, il y a la mesure de la taille des télomères et l'histoire familiale, mais la mesure de la taille des télomères ne fait pas tout. Et puis, rechercher l'anomalie génétique. Le GATA2, les anomalies génétiques aussi, c'est essentiellement ça qu'on va retrouver. Et puis, il y a des marqueurs indirects biologiques. Le dosage de l'hémoglobine fœtale fait, si possible, avant la première transfusion, en tout cas avant qu'il y ait eu beaucoup de transfusions pour que ça garde toute sa sensibilité, parce qu'une hémoglobine fœtale élevée, c'est un bon argument pour une cause constitutionnelle, en particulier quand cette élévation est importante et qu'elle est supérieure à 10%. Le dosage d'alpha-fétoprotéine, qui également, quand il est anormalement élevé, est un très bon argument pour une maladie de Fanconi. Et puis, faire compléter le bilan, rechercher tout ça. C'est important aussi parce que après, il va y avoir tout un dépistage des apparentés en fonction du mode de transmission, des atteintes extra-hématologiques, et puis proposer des greffes de cellules souches si c'est adapté à la pathologie, plus qu'un traitement immunosuppresseur, ou d'autres traitements d'ailleurs qui peuvent être proposés également. Les arguments pour une forme entre guillemets acquise, il y a des arguments de cinétique, un début brutal avec une aggravation très rapide des cytopénies sur quelques semaines, comme on le voit parfois chez certains patients,
qui arrivent parce qu'ils n'ont que les plaquettes basses et puis ils avaient à ce moment-là un taux de produit nucléaire qui était un peu abaissé, puis une semaine après, ils sont à 0. C'est des formes en général qui sont très aiguës et ça, c'est quelque chose qu'on voit quasiment exclusivement dans les formes immunologiques. Enfin, acquises en tout cas. Si votre patient a une numération antérieure qui est complètement normale, 1 an, 2 ans avant, la probabilité, à l'inverse, qu'il ait une forme constite est extrêmement faible. C'est vraiment des pathologies où on voit une raréfaction du tissu hématopoïétique. Le fait d'avoir un clone HPN est un argument pratiquement qui pèse quasiment exclusivement pour une forme acquise. On va rechercher aussi des manifestations d'auto-immunité qu'on retrouve chez un certain nombre de patients de l'auto-immunité, des Crohn, on a montré qu'il y avait des associations comme ça qui étaient plus importantes que la normale. Donc, le début pendant la grossesse, mais encore une fois, ce n'est pas toujours facile à confirmer. Puis, le fait qu'il y ait des formes post-hépatiques. Après, il y a certains haplotypes HLA qui sont surreprésentés, mais à l'heure actuelle, ça ne constitue pas un élément diagnostique. Donc, on va parler surtout d'aplasie immunologique en termes de traitement, plutôt que d'aplasie constitutionnelle. Alors, il faut savoir que sur le plan physiopathologique, on connaît depuis de très nombreuses années des éléments, entre guillemets, qui sont en faveur de ce caractère immunologique des aplasies médulaires acquises. On sait que quand on regarde les lymphocytes T des patients dans le sang et dans la moelle, on voit qu'ils ont un répertoire biaisé, ce qui laisse à penser qu'il y a une restriction du répertoire qui est liée à des antigènes cibles, qui seraient la cible de cette auto-immunité, cette dysimmunité. Ces lymphocytes T, ils ont un profil qui est activé, ils sont cytotoxiques, et à l'inverse, on sait qu'il y a des populations T régulatrices qui sont très diminuées chez ces patients au moment du diagnostic, et des populations TH17 qui sont augmentées, plutôt dans les maladies auto-immunes. Et quand on regarde chez les mêmes patients au moment de la rémission complète, on se retrouve avec des profils qui se sont normalisés. Donc, il y a clairement un mécanisme T-cytotoxique chez ces patients. Et puis, il y a un élément qui est important, c'est que quand on fait un traitement immunosuppresseur, il y a à peu près 2/3 des patients qui vont avoir une réponse complète ou partielle à ce traitement immunosuppresseur. Ça, c'était... Donc, après, il y a plein d'autres questions sur la physiopathologie de cette maladie. Est-ce que, de base, ces patients ont des cellules souches en quantité diminuée par rapport à d'autres populations? Est-ce que ces cellules souches sont elles-mêmes à l'origine, ont elles-mêmes des caractéristiques qui font qu'elles déclenchent une réponse dysimmunitaire? Et ça, c'est une question qui est posée notamment parce qu'on sait que dans cette maladie, toutes les aplasies médulaires pour des raisons, mais également les aplasies médulaires immunologiques, il y a un risque d'évolution avec un délai qui peut être très variable, de quelques années à une quinzaine d'années, vers des syndromes myélodysplasiques ou des leucémies aiguës de type LAM secondaire. Donc, il y a un risque d'évolution clonale chez ces patients, et ça fait partie des choses qui posent la question de savoir si peut-être que ces cellules souches, à la base, sont pas tout à fait normales, et c'est pour ça qu'il y a une réponse immunitaire qui, entre guillemets, se déclenche contre ces cellules souches. L'autre hypothèse étant que, comme il y a une attrition du pool de cellules souches hématopoïétiques, on fonctionne sur une hématopoïèse clonale, et que ça augmente le risque d'acquisition de mutations somatiques additionnelles et d'évolution vers des hémopathies. Une question, c'est pas de fait, mais dans la plasie médulaire, la moelle, elle est pauvre. Ouais. Et dans la SMD, la moelle, elle n'est pas pauvre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle s'enrichit. Il y a un moment où vous avez une cellule souche, on va dire une ou plusieurs d'ailleurs, qui vont acquérir des anomalies moléculaires et parfois cytogénétiques secondaires qui vont faire que ça va évoluer vers un CSMD qui peut être à moelle pauvre et qui peut être à moelle riche. Ok. Pour le coup. J'ai une question. J'avais une patiente d'origine asiatique qui avait une SMD hypoplasique / du coup aplasie médulaire
on a tenté de m'expliquer la différence. On a essayé de me dire que l'aplasie médulaire, c'était un stade non cancéreux, mais le SMD est un stade cancéreux. Mais là, du coup, est-ce qu'on peut considérer que l'aplasie médulaire est un stade très cancéreux? En fait, alors non. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Non, on sait que, après, c'est difficile parce qu'il y a des patients qui ont des SMD hypoplasiques ou qu'on considère être des formes frontières entre aplasie et SMD parce que, sauf si on a une anomalie cytogénétique ou un ensemble d'anomalies moléculaires ou de la dysplasie dans une moelle pauvre, parce qu'on n'a pas de dysplasie dans une moelle d'aplasie médulaire. On peut avoir un tout petit peu de dysérythropoïèse, parce que souvent, il reste un petit peu la lignée rouge est souvent la plus conservée dans la moelle. Il y a parfois un peu de dysérythropoïèse, en particulier chez les patients qui ont un HPN associé. Mais normalement, il n'y a pas de dysplasie. Donc, parfois, on a des SMD hypoplasiques, mais où il y a des caractéristiques cytologiques de SMD. Donc ça fait à peu près 55% des SMD qui sont vraiment hypoplasiques. Et il faut ça aussi que c'est important d'avoir un karyotype, notamment c'est important chez tout le monde, mais en particulier chez les sujets âgés, où la fréquence des SMD est plus élevée. Donc ça, on va avoir parfois des caractéristiques des anomalies cytogénétiques qui vont faire classer la maladie en SMD. Et après, il y a des patients chez qui on a, entre guillemets, il persiste un doute entre un SMD hypoplasique et une aplasie médulaire parce qu'il y a un peu de dysplasie, mais pas forcément de façon très significative et il n'y a pas d'anomalies cytogénétiques qui permettent de classer franchement, mais ce n'est pas un profil typique d'aplasie médulaire. Donc, il y a parfois des formes un peu frontières. La nosologie, la classification des maladies, est quelque chose d'artificiel. Donc, tout ne rentre pas parfaitement dans des cases. Et puis, parfois, on se rend compte qu'avec l'acquisition des connaissances, ce groupe de patients, en fait, il va correspondre soit à des anomalies moléculaires et un peu particulières, l'association d'anomalies moléculaires un peu particulières, soit à des patients qu'on va ranger peut-être dans des pathologies, des prédispositions génétiques qu'on ne connaissait pas au moment où on les a diagnostiquées. Donc, parfois, il y a des patients qu'on n'arrive pas à classer de façon simple. Et alors, il se trouve que les SMD hypoplasiques ont tendance à particulièrement bien répondre au traitement par SAL-cyclo, qui est parfois proposé chez les patients qui ont un SMD. Et c'est probablement dans cette catégorie-là qu'on se trouve, ce qui fait qu'effectivement, il y a parfois des interrogations sur où est-ce qu'il faut classer le patient. Donc, quand on a un diagnostic d'aplasie médulaire, c'est une classification qui a été développée pour les aplasies médulaires immunologiques, mais qu'on peut utiliser dans les autres formes. On les classe en fonction de la sévérité selon un score qui s'appelle le score de Kamita, pour lequel on considère qu'on a une forme sévère si on a soit des réticulocytes inférieurs à 20 giga par litre en comptage manuel ou 60 giga par litre en comptage machine. Soit, donc à l'heure actuelle, le plus souvent on utilise 60 parce que plus personne compte les réticulocytes à la main. PNN inférieur à 0,5 ou plaquette inférieure à 20 000. Et dans ces cas-là, on dit qu'on a une forme, si on a 2 critères sur 3, qu'on a une forme sévère. Il y a un autre critère qui est le critère très sévère, si les PN sont inférieurs à 0,2 giga par litre, qui est important parce que c'est une sous-catégorie de malade qui va faire beaucoup plus de complications infectieuses que les autres. Et puis ensuite, les autres sont des aplasies médulaires dites modérées. Après, on va utiliser cette classification pour décider du moment où on débute un traitement, parce qu'on a plein de patients qui ont des aplasies médulaires modérées à qui on ne va pas traiter, qu'on va surveiller. D'accord. Et par contre, quand on a des critères de sévérité, on les traite. Et on les traite également quand ils sont modérés, mais qu'ils ont des besoins transfusionnels récurrents. Alors, ce n'est pas besoin d'un CPA pour faire la BOM, mais si vous avez un patient qui a besoin d'être transfusé à 9,5 g parce que sinon il ne tolère pas, et que vous avez besoin de le transfuser 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est que votre patient, il faut le traiter. Il n'y a pas d'impact sur le choix du traitement parce qu'on traite, en tout cas en France, de la même façon les patients qui ont une aplasie médulaire modérée et une aplasie médulaire sévère, mais c'est les 2 critères thérapeutiques qu'on utilise pour décider de traiter les patients.
Donc, ça, c'était… Alors, qu'est-ce que j'ai pas pris le bon. Attendez, je vérifie juste un truc parce que… ouais, je sais pas si… Je suis plus bon topo, c'est pas grave. Donc, d'un point de vue thérapeutique, il y a à l'heure actuelle différentes alternatives thérapeutiques. Le seul traitement curatif, c'est la greffe de moelle osseuse, de cellules souches hématopoïétiques au sens plus large, qui peut être le traitement de première ligne, on verra dans quelle situation. Et puis, après, il y a des associations de sérum antilymphocytaire et de cyclosporine, avec depuis peu l'association, dans certaines situations, d'analogues du récepteur de la thrombopoïétine, en particulier le Révolade, mais il y a aussi, on peut utiliser le SAL seul, la cyclosporine seule, certains utilisent le Campat. Puis, il y a d'autres traitements comme les androgènes qui peuvent également être utilisés dans cette indication. Et puis, les soins de support qui peuvent être utilisés, souvent utilisés en association, mais parfois dans certaines situations, qui vont être utilisés seuls avec des résultats qui sont parfois tout à fait satisfaisants en termes de qualité de vie quand les patients ont des contre-indications aux autres traitements. Donc, quand on fait un traitement par sérum antilymphocytaire et cyclosporine, il faut savoir que c'est une hospitalisation au grand minimum de 15 jours, 3 semaines. Ça nécessite la mise en place d'un cathéter central pour faire le SAL en particulier, parce que c'est aussi un risque de complications, en particulier septiques. Et au traitement par sérum antilymphocytaire, on va associer en général à J5, après ça dépend des protocoles, il n'y a rien de particulièrement défini, mais de la cyclosporine qu'on peut débuter par voie intraveineuse ou par voie orale en fonction de la situation du patient. Et on va associer une corticothérapie qui n'a aucun objectif en termes d'efficacité par rapport à l'aplasie médulaire qui ne se traite pas par corticoïde. La corticothérapie a juste pour objectif de prévenir les effets secondaires du SAL. Donc, si jamais, pour une raison X ou Y, vous prescrivez que de la cyclo, vous ne mettez pas de corticoïdes, ça ne sert à rien si ce n'est augmenter le risque de complications infectieuses de votre patient. Donc, les effets secondaires cliniques immédiats du SAL, c'est la fièvre, les frissons, hypotension, hypertension, désaturation. C'est pour ça que les patients vont être hospitalisés. Pour faire ce traitement, il peut y avoir aussi un peu de cytolyse hépatique, il peut y avoir des éruptions cutanées, ça donne pas mal de réactions immédiates. Et puis des effets biologiques dans les jours qui vont suivre. Et en particulier, on voit toujours une aggravation des cytopénies avec une augmentation des besoins transfusionnels. Pourquoi ? Parce que le sérum antilymphocytaire, ce n'est pas quelque chose de spécifique des lymphocytes, donc ça va aussi détruire les autres cellules, les neutraux, les plaquettes, les globules rouges. Donc, vous allez avoir une destruction un peu associée. Donc, parfois des anomalies de l'hémostase. Évitez de faire trop de bilan d'hémostase pendant le SAL parce que parfois, ça fait peur. Mais voilà. Et puis, des effets secondaires à court et moyen terme, c'est qu'il y a une augmentation du risque d'infection bactérienne qui est favorisée aussi par le fait qu'on met des corticoïdes à forte dose pour limiter les effets secondaires, des infections virales et parasitaires. Et c'est pour ça que ces patients vont avoir une prophylaxie par Bactrim et Zélitrex pour au moins 3 mois. En général, au bout de 3 mois, on peut l'arrêter. Moi, je leur fais quand même des CD4 pour vérifier un peu la reconstitution, mais en général, au bout de 3 mois, on peut arrêter les prophylaxies. Une des complications les plus fréquentes qui survient entre J20 et J40, c'est ce qu'on appelle la maladie sérique, qui est liée à la complexation des anticorps et qui peut donner un tableau de méningite aseptique, des douleurs articulaires, une protéinurie, et c'est pour cette maladie sérique qu'on met des corticoïdes aussi pendant le mois qui suit le traitement par SAL cyclo. En général, on les diminue progressivement pour les arrêter à J30 s'il n'y a pas eu de maladie sérique, et en général, ça se passe assez bien. C'est un médicament, alors la cyclosporine est néphrotoxique et à l'origine d'une hypertension artérielle, donc il faut faire attention, en particulier chez les sujets âgés, aux doses auxquelles on commence et aux doses qu'on va cibler. En général, on essaye d'avoir des T0 de cyclo entre 200 et 250, c'est-à-dire que les patients soient bien dosés. Ça ne sert à rien qu'ils soient trop hauts parce que vous allez vous retrouver à l'arrêter parce qu'ils font un insuffisance rénale ou une intolérance. Et puis parfois, chez des sujets plus âgés, il faut viser des résiduels peut-être un tout petit peu moins
élevés au début, quitte à augmenter si c'est bien toléré. Le délai de réponse, ça peut être de quelques semaines, 3-4 semaines au minimum. Parfois, on a des réponses très rapides, à 6 mois parfois. Donc, on peut avoir des réponses extrêmement lentes, avec une médiane de réponse qui est estimée aux alentours de 2 à 3 mois. La durée d'hospitalisation, elle va être conditionnée essentiellement par la neutropénie et la fréquence des transfusions. Un patient qui est plus neutropénique, qui a des petites doses de corticoïdes, qui est plus transfusé, il peut rentrer chez lui. Et à l'heure actuelle, avec le noxafil, on arrive à faire centrer les patients, même quand ils sont neutropéniques. La seule condition, c'est de vérifier qu'à 72 heures de l'arrêt des antibiotiques, ils n'aient pas 39, parce qu'il y a des patients, à chaque fois qu'on arrête les antibiotiques par voie intraveineuse, on se rend compte qu'immédiatement, ils réchauffent et on est obligé de leur mettre des antibiotiques. Donc, c'est vraiment au cas par cas, mais on peut éventuellement les faire rentrer avant J30, en particulier quand on a des patients qui n'étaient pas neutropéniques, et c'est la lignée qui est le plus souvent conservée dans cette maladie. Quand on a des patients qui n'étaient pas très neutropéniques, souvent ils récupèrent assez rapidement leur neutro derrière et on arrive à les faire sortir. La cyclosporine, dans ce schéma, on la diminue très lentement. On attend 1 an après la dernière transfusion. J'ai mis RC, mais c'est exagéré. 1 an après la dernière transfusion. Et après, en général, on baisse de 10% tous les 3 mois, ce qui fait des arrêts plusieurs années. Et on va tout doucement parce qu'on a régulièrement des patients qui, un palier tout d'un coup, alors que tout allait bien, commence à rebaisser assez rapidement et parfois il rebaisse très profondément. Donc on repasse à un palier à une dose un peu plus importante et il y en a un certain nombre qui vont avoir comme ça soit besoin qu'on baisse plus lentement, soit une dépendance. Il y a un certain nombre de patients qui peuvent être dépendants à 50 mg x 2 et qui vont garder des petites doses de cyclosporine au très long cours. Donc c'est vraiment un traitement, c'est une maladie chronique, c'est des patients qu'on suit à vie. À partir du moment où le diagnostic a été posé. C'est un traitement assez long, même quand ça se passe très bien. Donc, on fait une association SAL-Cyclo depuis cette étude randomisée qui a montré que les patients qui étaient traités par SAL plus cyclosporine rechutaient moins que les patients qui étaient traités par SAL seul, mais on sait que la survie était à l'époque, en tout cas, à peu près similaire. Donc, ça augmente les taux de réponse. On fait depuis à peu près 2010, et depuis cette étude randomisée en première ligne du SAL de cheval, parce que cette étude randomisée SAL de cheval versus SAL de lapin a montré que la survie était meilleure, que les taux de réponse à 6 mois et à 3 mois étaient meilleurs dans le bras cheval. Donc, c'est devenu notre traitement de première ligne. Voilà. Et en 2022, on espère que ce médicament ne sera plus une ATU. À l'heure actuelle, c'est encore une ATU 11 ans après. Il faut savoir que si le taux de réponse, quand on regarde à peu près toutes les études qui ont été faites avec l'association SAL-Cyclo, vous êtes entre 55 et au mieux 75% de réponse globale. Ça ne veut pas dire réponse complète. Le taux de réponse complète, il est au maximum de 20-25%. D'accord, grand maximum. Donc, ça veut dire que les autres, ils n'ont pas une réponse complète, c'est plus de 10 grammes d'hémoglobine, plus de 100 000 plaquettes, plus 1000 neutraux et pas de transfusion. Réponse partielle, c'est pas besoin de transfusion, mais pas une réponse complète. D'accord, donc, il y a plein de patients qui vont rester en réponse partielle, qui vont vivre à peu près normalement, mais qui ne seront pas en réponse complète. Et réponse globale, du coup, c'est partielle plus complète. Oui, c'est l'ensemble. Ouais. Et parmi ces patients, on sait qu'il y aura à peu près 25-30% des patients qui vont rechuter, en général après l'arrêt de la cyclo ou pendant la décroissance de la cyclo. Il y a à peu près, quand on prend l'incidence cumulative à 15 ans, à peu près 10% des patients, ça dépend un peu des études, mais 10% on va dire, des patients qui vont faire une évolution clonale vers un SMD ou une leucémie aiguë. Et il y a à peu près 30% des patients qui vont développer un HPN hémolytique qui va nécessiter un traitement spécifique. Donc, la survie à l'heure actuelle, quand on prend des courbes de survie récentes, elle est à 5 ans dans la SAL-Cyclo, elle est de 95%. Mais quand on… je ne sais pas si je vous ai mis une courbe. Je vous montre, il y a une courbe qui est assez
c'est l'évolution, enfin, c'est le suivi à long terme de patients qui ont été inclus dans une étude randomisée dans les années 2000, une étude européenne qui comparait SAL-Cyclo et SAL-Cyclo-GCSF pour vérifier si ça améliorait la vitesse de réponse et si, à terme, on n'aurait pas plus d'évolution clonale vers des SMD et des LAM. Et cette étude qui a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux bras. Ce qu'elle montre, par contre, à long terme, c'est que l'EFS, c'est à 15 ans, c'est 25%. Ça veut dire qu'il y a 25% des patients qui vont ne pas avoir nécessité un nouveau traitement, ne pas avoir eu un HPN, ne pas avoir eu une évolution vers un SMD ou une LAM et jamais avoir été greffé après. Ça veut dire que finalement, à très long terme, il n'y a que 25% des patients qui n'ont pas eu besoin d'un autre traitement quand on fait un SAL-Cyclo. C'est clair? Non? Ça n'a pas l'air. C'est-à-dire qu'ils vont être en réponse après le SAL-Cyclo. Dans ceux qui vont être en réponse, la majorité des patients vont un jour soit rechuter, soit faire un SMD NLAM, soit faire un clone HPN et ne seront pas, entre guillemets, free of treatment à long terme. Donc, c'est pour ça, c'est à cause de tout ça que de plus en plus, et pour un certain nombre de patients, on va assez rapidement, soit en première ligne, soit en deuxième ligne, s'orienter vers la greffe qui, elle, permet de guérir, même si elle n'est pas dénuée de risque, qui permet de guérir définitivement de cette maladie. À l'heure actuelle, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est la référence chez les gens qui ont une aplasie médulaire sévère ou modérée, mais avec besoin transfusionnel, qui ont moins de 40 ans. Alors, si vous avez 42 ans, pas non plus il faut être souple, qui ont un donneur intrafamilial compatible, donc géno-identique. Et dans cette situation, à l'heure actuelle, à peu près partout dans le monde, on fait une allogreffe en première intention. Il faut savoir qu'on fait un conditionnement qui est très immunosuppresseur parce que c'est une maladie où il y a une activation lymphocytaire T pour limiter le rejet. Donc, avec du cyclophosphamide à 200 mg kg et du sérum antilymphocytaire 12,5 mg kg sur toute la durée du conditionnement. Qu'on utilise une prophylaxie de la GVH par cyclosporine et méthotrexate qu'on va laisser assez longtemps parce que c'est une maladie bénigne par rapport à d'autres types de greffes où on veut avoir un effet GVL contre la leucémie. Là, on veut juste être immunosuppresseur et remplacer la moelle déficiente, donc on ne veut pas du tout de GVH. Et pour cette même raison, on va utiliser de la moelle osseuse comme source de cellules et pas des cellules souches périphériques pour limiter au maximum le risque de GVH qui, dans cette maladie, n'apporte que de la mortalité. Et avec ce type de stratégie, on sait que la survie, alors ça évolue avec le temps, hein, à l'heure actuelle, on est à l'ordre de 90% de survie à long terme dans ces conditions. Et quand on est chez des moins de 20 ans, on est même à plus de 95%. Donc, c'est des résultats à moyen et long terme qui sont excellents. Ça, pour vous donner une idée, c'était dans le service. Donc, c'est une étude qui date de 2012. Donc, c'est des patients qui ont été greffés entre 2000 et 2010. Et vous voyez qu'un suivi médian de 73 mois, hein, on a une survie qui était de l'ordre de 83% sur une cohorte il y avait 70 patients de mémoire, 60 patients. Donc, voilà, c'est des résultats qui, à long terme, sont satisfaisants. Alors que avec des patients qui ont un donneur, ça c'est des entre guillemets phéno-identiques, donc complètement compatibles, mais qui n'est pas apparenté. En utilisant des conditionnements adaptés, on a des résultats qui vont être très bons dans certaines situations, en particulier chez les sujets jeunes et qui sont transplantés très rapidement. Mais quand on a des sujets plus âgés ou qui sont transplantés de façon plus tardive, c'est des deuxièmes lignes, ça, vous voyez que les résultats ne sont pas du tout les mêmes et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne propose pas de façon systématique des greffes avec des donneurs complètement non apparentés, même complètement compatibles, parce qu'on sait qu'il y a un taux de complication qui est beaucoup plus élevé. Donc, en première ligne, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indication reconnue absolue d'allogreffe phéno-identique. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que trouver un donneur compatible sur le fichier, ça prend beaucoup plus de temps.
Donc, les patients peuvent être exposés à des complications infectieuses ou hémorragiques pendant beaucoup plus de temps, avec aussi des risques si au bout d'un moment, si finalement le donneur qu'on avait identifié il n'est pas disponible, on se retrouve à avoir perdu du temps et on sait que ce soit pour la greffe ou pour le SAL cyclo, le délai entre le moment où on fait le diagnostic et le moment où on greffe le patient a un impact pronostique. Voilà, donc ça c'est pour vous donner des idées, c'est aussi, il y a eu des améliorations nettes, ça c'est après 2004 en phéno et ça c'est avant 2004 et ça c'est lié au fait que on s'est très nettement amélioré dans la façon de typer, alors pas les donneurs intrafamiliaux parce qu'en géno c'est pas très compliqué, mais les donneurs du fichier on les type de façon beaucoup plus précise maintenant, on fait du typage allélique qu'à une époque on faisait du typage sérologique et où les donneurs étaient beaucoup moins compatibles et ça a un impact sur la survie des patients en post-greffe. Donc à l'heure actuelle, si vous avez un patient qui a moins de 40 ans et qui a un donneur intrafamilial, on va à la greffe d'emblée avec ce donneur géno-identique. S'ils ont plus de 40 ans et ou qu'ils n'ont pas de donneur géno-identique, on fait un traitement immunosuppresseur par Adgam cyclo. On a, je ne sais pas si je l'ai mis après, mais je vous en parle après. Ça, c'est l'algorithme, on va dire, standard, classique. Si le patient est en réponse, on surveille sa moelle osseuse. Nous, on fait des myélos tous les 18-24 mois aux patients pour vérifier qu'il n'y a pas d'évolution clonale, et en particulier chez les patients jeunes qui auraient une indication d'allogreffe, s'ils ont une évolution vers un SMD. On surveille qu'ils ne développent pas de clonage PN. Et puis, s'ils sont en échec, du traitement par SAL cyclo ou s'ils rechutent, là, on va discuter éventuellement une allogreffe phéno-identique avec un donneur du fichier compatible, voire même pas complètement compatible chez les sujets très jeunes qui sont en échec. Voilà. Donc, on parle de réfractaires. Donc, chez les sujets qui sont réfractaires, donc qui n'ont pas bien répondu ou qui ont des contre-indications, soit au SAL cyclo, ou à l'allogreffe, on va pouvoir proposer d'autres traitements. Il y a l'L-Thrombopag, donc qui est l'analogue du récepteur à la thrombopoïétine dont on va parler, l'autre aussi d'ailleurs, le Romiplostine aussi. Le Mapcampat, qui est le Campat, donc un anticorps monoclonal qui est un équivalent de SAL qui peut être utilisé aussi, qui donne à peu près 30% de réponse. Les androgènes, qui sont un médicament qu'on utilise depuis les années 80 dans cette maladie et qui peuvent être très efficaces et donnent à peu près 30% de réponse chez les gens qui sont en échec. Et puis, éventuellement, les soins de support. Donc, les analogues du récepteur à la thrombopoïétine, on sait que la thrombopoïétine se fixe au récepteur qui s'appelle MPL, qui est présent entre autres sur les cellules souches hématopoïétiques. Ce n'est pas juste pour stimuler la production de plaquettes, une efficacité directe sur les cellules souches hématopoïétiques et sur leur expansion quand on cultive les cellules souches avec de la TPO. On sait qu'il y a deux maladies génétiques qui donnent des aplasies médulaires. Une qui s'appelle l'amégacalcitose congénitale, la première qu'on a identifiée, qui est liée à des mutations homozygotes de MPL. Donc, c'est un modèle, on va dire, de déficit en thrombopoïétine. Et qui, c'est initialement les enfants se présentent avec des thrombopénies quasiment néonatales, et dans un certain pourcentage de cas, ils vont évoluer vers une aplasie médulaire quand ils ne sont pas greffés avant. Et puis, il y a une autre maladie qui a été décrite plus récemment, qui sont aussi des aplasies médulaires constitutionnelles en rapport avec des mutations homozygotes de la thrombopoïétine elle-même. C'est vraiment un modèle, on va dire, quasiment d'utilisation. Donc, c'est pour ces raisons qu'on a utilisé dans l'aplasie médulaire les analogues du récepteur à la thrombopoïétine, en particulier l'L-Thrombopag qui a l'avantage de se prendre par voie orale. Et dans ce premier papier qui date de 2012, il avait utilisé des patients qui étaient réfractaires à des doses croissantes. Ils avaient pu montrer qu'il y avait à peu près 44% des patients qui avaient une réponse au moins sur une lignée et un tiers d'entre eux qui avaient une réponse sur les 3 lignées, avec chez certains patients clairement une augmentation de la richesse de la moelle. Donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question de faire des associations SAL, cyclo et révolade. Et les premiers papiers, c'est encore le NIH qui avait montré sur des cohortes, plusieurs cohortes de patients qu'ils avaient traités par trithérapie, qu'ils avaient un taux de réponse qui était nettement supérieur, 86%, par rapport à une cohorte historique, avec, vous voyez, des taux de plaquettes qui augmentaient beaucoup plus rapidement et une survie qui était excellente.
Dans ces situations où on stimule les cellules souches hématopoïétiques dans une maladie où naturellement on sait qu'il y a un risque d'évolution vers des hémopathies malignes, on a toujours la question du risque et donc ils avaient beaucoup suivi ces patients et des données rétrospectives prospectives et comparatives qui laissaient penser qu'il y avait des évolutions. C'était le plus souvent des évolutions assez précoces dans l'histoire de la maladie, comme s'il y avait eu un clone qui était peut-être stimulé par l'utilisation de ces analogues de la thrombopoïétine, mais en comparaison à des cohortes historiques, il n'y avait pas plus d'évolution clonale. Donc, en Europe, on a fait une étude randomisée, SAL de cheval, cyclosporine, L-thrombopaque versus la bithérapie, qui a été publiée au début de l'année et qui montre que la trithérapie est supérieure à la bithérapie en termes de taux de réponse, en particulier de réponse complète, même si le bras est un peu moins bon que ce qu'on avait dans des cohortes historiques, le bras contrôle, et que globalement, en termes de FS, c'est supérieur. Donc, à l'heure actuelle, on a pris le parti de traiter en trithérapie tous les patients qui ont une aplasie médulaire sévère, parce que c'était le critère d'inclusion dans cette étude. Il n'y avait pas d'aplasie médulaire modérée. De traiter que les adultes, parce qu'il y avait il y avait quelques jeunes de 15 ans à 18 ans, mais très peu, et qu'il y a une étude, pour le coup rétrospective aux États-Unis, qui a montré qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de bénéfice chez les moins de 18 ans à mettre sur une trithérapie par rapport à une bithérapie. Donc, pour l'instant, on a pris le parti de faire une trithérapie à toutes les formes sévères chez les adultes, plutôt qu'une bithérapie, et ce sera dans le prochain PNDS. Il faut savoir qu'en Europe, on n'a pas d'AMM, pour ce médicament en première ligne dans l'aplasie médulaire. Donc, on est complètement hors AMM, puisqu'on peut l'utiliser que chez les gens qui sont en rechute ou qui ont une contre-indication absolue à tous les autres traitements en théorie. Puisque le MIA a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment de données de sécurité en termes de long terme pour donner ce médicament en première ligne à tout le monde. Donc, le Camplapat, on peut l'utiliser chez des patients qui sont réfractaires si on pense qu'ils n'ont pas qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une allogreffe ou d'un autre traitement, mais il n'y a pas de réponse qui soit franchement supérieure à un deuxième SAL cyclo. Il faut savoir que refaire du SAL cyclo, c'est possible chez certains patients. Mais ce qu'on a pu montrer dans des études rétrospectives, c'est que les patients qui bénéficient d'un deuxième SAL cyclo, c'est soit des patients qui étaient sensibles au traitement immunosuppresseur et qui ont chuté à distance de l'arrêt, de le refaire, soit des patients qui ont une réponse partielle et à qui on peut en faire un deuxième pour améliorer la réponse, mais quelqu'un qui est complètement réfractaire à 6 mois de la première ligne, ça n'a globalement pas d'intérêt. Il semble que les patients qui ont un clone HPN soient aussi plus répondeurs que les autres, mais globalement, on fait peu de deuxième ASAL cyclo, sauf vraiment des patients qui rechutent à distance d'un traitement efficace. Après, il y a la possibilité, quand on n'a pas de donneur complètement compatible, de faire des greffes alternatives. Donc, ça va être soit des greffes de sang placentaire, soit des greffes haploïdentiques, soit des greffes 9-10. Donc, à partir du moment où il y a plus de différence HLA, on sait qu'il y a plus de risque de rejet, plus de risque de GVH, plus d'infection. Et donc que la TRM, la mortalité liée à la greffe, est beaucoup plus élevée. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, en termes de balance bénéfice-risque, on propose ces greffes alternatives essentiellement à des patients qui sont jeunes, voire très jeunes. Dans les protocoles, on inclut surtout les patients de moins de 30 ans, parce que forcément, ces patients, ils ont une espérance de vie qui est beaucoup plus importante, avec un risque de complications qui est beaucoup plus élevé. Et puis, en situation de greffe, ils ont une TRM qui de base est beaucoup moins élevée, donc un risque de complications. Ça se passe globalement beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment une balance bénéfice-risque. La question, un des points d'interrogation à l'heure actuelle dans la prise en charge de cette maladie, c'est les enfants de moins de 20 ans. Est-ce qu'il faut les greffer en phéno-10-10 d'emblée quand ils n'ont pas de donneur géno-identique et qu'ils ont une très bonne probabilité de donneur? Ça, c'est lié au fait que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que quand vous avez une aplasie médulaire à 8 ans et on sait que la survie sans événement à 15 ans, c'est 25%,
vous dites qu'ils ont une probabilité sur toute leur vie de développer toutes les complications qui est pratiquement de 100%, et ils ont une espérance de vie qui est probablement réduite par rapport à la population générale, même si, quand on regarde à 5 ans, elle est pareille. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on essaye de greffer, on évalue la faisabilité de faire des greffes phéno-10-10 en première ligne chez ces patients. Et ça, c'est une étude rétrospective, donc c'est des comparaisons de cohortes, donc c'est vraiment pas du randomisé, il y a plein de biais statistiques, mais où ils montraient que si vous prenez des jeunes qui ont moins de 15 ans, vous comparez une greffe phéno et une greffe géno, globalement, les résultats sont assez proches en termes de survie. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, on essaye d'évaluer ça. L'autre chose, c'est que si vous, ça c'est, vous voyez, en termes d'EFS, ça c'est une greffe phéno 10-10. Alors, il faut savoir aussi pourquoi on leur a proposé une greffe phéno en première ligne, hein, mais c'est en termes d'EFS, vous voyez que l'EFS, après immunosuppression, elle se casse la figure, alors que les patients, il y a plus de mortalité au début, mais après, voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On a actuellement un PHRC qui va ouvrir bientôt, en France, dont l'objectif est justement d'évaluer chez les moins de 18 ans qui ont pas de donneur génome mais une bonne proba d'avoir un donneur phéno 10-10, c'est dans quelle mesure on est capable de les greffer dans les 60 jours qui suivent l'inscription sur le fichier, et de regarder la faisabilité et puis la survie, les complications de façon prospective et pas en faisant des comparaisons de cohortes, parce qu'on sait qu'il y a toujours des biais d'inclusion. Tout ça, ce qu'on dit, c'est que pour les aplasies médulaires sévères, ou est-ce que dans le cas des gens très jeunes, quand c'est modéré, on va aussi… Alors, ils sont plus souvent très sévères, les jeunes, mais à partir du moment où ils sont modérés, transfusés, on fait tout pareil. Ils sont quand même plus souvent sévères. Et pour les gens qui sont modérés, pas transfusés par rapport au risque évolutif, est-ce que parfois, s'ils sont très jeunes, on pose la question, ou on dit que tant que c'est modéré, en général, tant que c'est modéré et tant qu'ils n'ont pas de besoin transfusionnel, on surveille. Mais c'est quand même plus une problématique d'adultes que d'enfants. Pour les sujets beaucoup plus âgés, la question de la greffe peut se poser éventuellement, mais vous voyez que ça, c'est les courbes de survie en post-greffe en fonction de l'âge. Donc là, vous êtes à moins de 20 ans, vous êtes quasiment à 100%. 20-40, des taux qui sont excellents, mais vous voyez qu'au-delà de 60 ans, la survie est quand même bien moins bonne. Et ça, c'est d'autant plus vrai, plus on est vieux, plus, pour les formes sévères et très sévères. Donc, nous, on a repris, c'est une étude rétrospective avec des patients. En plus, ce n'est même pas la dernière version, c'est publié le papier, je suis méchant. Mais globalement, avec des patients de plus de 60 ans au diagnostic, qui étaient diagnostiqués entre 2006 et 2016. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que la survie à 5 ans est à peu près de l'ordre de 70% chez ces patients. Donc, ce n'est pas des résultats qui sont mauvais. Ce qu'on voit, c'est que la majorité des patients avaient quand même reçu un traitement par SAL cyclo, et que globalement, ce qui apporte le plus de réponses chez ces patients, c'est aussi le SAL cyclo. Donc, chez des sujets âgés qui n'ont pas de comorbidité, parce que quand ils ont des comorbidités cardiovasculaires, en général, ça ne se passe pas bien, mais chez les sujets âgés, s'ils n'ont aucune comorbidité, il faut essayer de le faire le traitement optimal, parce que c'est ce qui donne quand même le meilleur taux de réponse et donc d'indépendance transfusionnelle. Donc, il faut ne pas oublier les soins de support, et c'est… Alors, on recommandait beaucoup de transfuser en CPA, maintenant on le fait moins parce qu'on a montré que c'était quand on choisit, quand les centres de transfusion étaient bien organisés, on n'immunisait pas trop nos patients. Mais c'est important, et c'est pour ça qu'entre autres, qu'on essaye de greffer les patients tôt dans la stratégie, et notamment les greffes en deuxième ligne. On sait qu'il ne faut pas attendre 2 ans et 2 ans pour greffer un patient qui n'a pas bien répondu. C'est-à-dire que
Au bout de 6 mois, un patient jeune, s'il n'est pas en bonne réponse et qu'on pense qu'il va avoir besoin d'une greffe, il faut le greffer tout de suite pour pas qu'il s'immunise, pour pas qu'il y ait de surcharge en fer suite aux transfusions. Donc, il y a vraiment un timing. Il faut que ce soit idéalement à 6 mois et sinon dans l'année qui suit le diagnostic. Donc, bien transfuser les patients. On a des antifongiques maintenant qui sont très efficaces et qui permettent de limiter le risque d'infection aspergillaire en particulier. Bien surveiller la toxicité des immunosuppresseurs. On n'a pas besoin d'avoir des résiduels de cyclo à 350 quand on a une aplasie médulaire. Il faut vraiment éviter d'avoir une toxicité très importante. C'est important pour bien doser, mais il ne faut pas leur mettre des T0 parce qu'au contraire, on est toxique et après, on ne peut plus maintenir des taux efficaces. Puis bien surveiller l'hypertension. Il n'y a pas très souvent, par rapport à la situation de greffe, des toxicités type presse ou de choses comme ça, mais ça arrive quand même de temps en temps. Donc, il faut faire attention, en particulier chez les sujets jeunes, que quand on est jeune et qu'on a 16-10 de tension, on peut faire un presse gravissime. On n'a pas des vaisseaux qui sont faits. Donc, il faut vraiment faire attention à la toxicité. Et puis, les chélateurs du fer, c'est un truc qui est hyper compliqué parce que ce n'est pas facile à manier dans cette situation, parce que l'exjade, qui est le plus facile à manier, est quasiment incompatible avec la cyclosporine en termes de toxicité rénale. Le défériprox donne des agranulocytoses, donc ce n'est pas très simple à manier dans ce type de contexte. Et puis le desféral, chez les patients ce n'est pas forcément facile, mais c'est quand même important. On sait que la surcharge en fer a une toxicité sur l'hématopoïèse. Alors il faut savoir que le Revolade, c'est un très bon chélateur du fer. Et quand on a des patients qui sont sous Revolade et qui sont plus transfusés, moi j'ai eu plusieurs patients et surtout avec des carences en fer. Donc des patients qui redevenaient anémiques parce qu'ils étaient carencés en fer. Donc faut faire attention à l'inverse, à pas avoir d'effets trop importants dans l'autre sens. Évolution clonale, donc c'est à peu près 10% d'incidence cumulative à 10 ans d'un SL cyclo et du diagnostic d'aplasie médulaire, de toute façon, quel que soit le traitement. Il faut savoir que c'est plus fréquent chez les réfractaires et chez les sujets âgés. Ça peut être des LM secondaires ou des myélodysplasies et c'est pas forcément. Il faut aussi continuer à surveiller les patients qui sont en réponse complète. On a des patients qui allaient très bien et puis à 8 ans du SAL cyclo, tout d'un coup, badaboum, ils font le SMD, la REB donc il n'y a pas forcément de corrélation. Il faut aussi surveiller ceux qui sont en RC. Et j'ai encore une patiente qu'on greffe là pour une AREB. Elle avait une NUM RC à 3 mois du SAL cyclo. Elle a une NUM normale jusqu'au mois de septembre. Et en octobre, neutropénie à 500, thrombopénie, monosomie 7 et 2 mois après, la 11% de blast. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas que les patients, même si c'est plus fréquent chez ceux qui sont en mauvaise réponse ou en échec. Ce n'est pas que. Donc, surveillance médulaire, ça a un intérêt pour détecter les événements oncogéniques précocement, notamment monosomie 7, et puis essayer de les greffer avant qu'ils aient la leucémie aiguë, qu'ils aient besoin d'avoir de la chimiothérapie, éventuellement de la dysplasie. Puis après, il y a toute la question des mutations somatiques acquises, qui n'est pas si simple, parce qu'on sait à l'heure actuelle qu'au diagnostic, il y a 30% des patients qui ont une aplasie médulaire qui vont avoir des mutations somatiques qu'on retrouve habituellement plutôt dans les myélodysplasies, sans que ça ait, a priori, en tout cas pas pour toutes et pas dans toutes les situations, une valeur pronostique défavorable. Donc, ce n'est pas non plus, on ne fait pas des NGS systématiquement et on a régulièrement des gens qui nous disent « Ah ben, on a fait un NGS sur le myélo à 1 an et puis il y a une mutation SXL1, est-ce qu'on greffe ?» Il a une NUM normale. Ben non, on ne greffe pas une. Voilà. Il faut savoir que c'est pas, dans ce contexte, ça n'a pas la valeur de diagnostic d'un syndrome myélodysplasie. On peut le faire si on a une situation où on a un doute, où il y a des cytopénies qu'on n'explique pas pour essayer de faire la part entre les deux, dans une évolution, sur une suspicion d'évolution clonale. Mais on ne peut pas faire un diagnostic formel là-dessus. Et puis, évidemment, on le fait surtout chez les patients chez qui on va se poser la question d'une greffe s'ils ont une évolution vers un SMD ou une LAM. Si vous avez un patient de 80 ans,
qui a une aplasie médulaire, il y en a un certain nombre. Vous n'allez pas lui faire des myélogrammes pour dépister une évolution clonale, donc vous ne ferez absolument rien. Tac. Dès quelle heure? 19 heures. HPN. Vous êtes prêts? Vous avez encore de la réserve? L'HPN, hémoglobinurie paroxystique nocturne. L'HPN, c'est une anémie hémolytique corpusculaire, qui est une anémie hémolytique principalement intravasculaire, qui est caractérisée d'une part comme étant une maladie somatique acquise des cellules souches hématopoïétiques liées à des mutations, on le verra, d'un gène qui s'appelle PIGA. Cette anémie hémolytique s'associe à un risque de thrombose et tous ces patients, dans 98% des cas, ont une aplasie médulaire, qu'elle soit visible ou non. On dit visible ou non parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ont ce qu'on appelle une HPN classique, c'est-à-dire qui ont une forme, quand on regarde leur NUM, qui est hémolytique pure, ils ont une anémie hémolytique avec des plaquettes et des PN normaux, mais ces patients, il y en a à peu près 30% qui vont développer une aplasie médulaire qui aura besoin d'un traitement. Puis 30% qui vont développer des cytopénies qui ne justifieront pas d'un traitement, mais qui traduisent quand même le fait qu'ils ont une aplasie médulaire associée. Et donc, dans ces HPN classiques, et puis la deuxième sous-catégorie, c'est ce qu'on appelle les aplasies HPN, qui sont d'emblée associées à une hypoplasie médulaire, qu'elle soit sévère ou non. Et puis un tout petit groupe de patients qui est assez minoritaire, où on va retrouver des HPN hémolytiques associés à des syndromes myélodysplasiques et des myélofibroses, mais c'est extrêmement rare d'avoir un vrai HPN hémolytique associé à un SMD ou une myélofibrose. Donc, cette maladie, elle est liée donc à des mutations du gène PIGA, qui est un gène important, une enzyme importante dans la biosynthèse de l'encre GPI qui sert à, on va dire, à ancrer un certain nombre de protéines à la surface des cellules, en particulier, qui dérivent des cellules souches hématopoïétiques. Vous voyez qu'il y a un très grand nombre de mutations décrites sur tout le gène, il y a des délétions, tout ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui a été caractérisé dans les années 90. C'est un gène qui est localisé sur le chromosome X, donc une seule mutation suffit à avoir un phénotype parlant. C'est le déficit de biosynthèse de cette encre GPI, il va aboutir à un défaut de production d'un très grand nombre d'expression d'un très grand nombre de protéines à la surface des cellules, les globules rouges, mais aussi les plaquettes, les globules blancs et les lymphocytes, toutes les cellules qui dérivent des cellules souches hématopoïétiques. Parmi ces protéines, il y en a deux qui sont particulièrement importantes, qui sont le CD55 et le CD59, importantes en tout cas, qui vont être parlantes cliniquement, puisqu'elles sont importantes dans la régulation de la cascade du complément. Et le déficit d'expression va induire ce phénotype d'anémie hémolytique corpusculaire des globules rouges. Donc, quand on refait une recherche de clone HPN, à l'heure actuelle, on recherche l'absence d'expression d'un certain nombre de ces molécules à la surface. On peut le faire sur les globules rouges, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus sensible, c'est surtout sur les granulocytes et les monocytes. Et donc, on regarde l'absence d'expression et on part du principe qu'on a un clone HPN quand on a une proportion des cellules qui n'expriment pas ces protéines. Donc, on regarde plusieurs protéines à la fois. Et on ne fait pas sur les rouges parce que les rouges, comme ils s'hémolisent, ont une demi-vie qui est beaucoup plus courte, donc la taille du clone est sous-évaluée. Donc, ces deux molécules, CD55 et CD59, sont donc des régulateurs de la cascade d'activation du complément qui vont donc bloquer la lyse des globules rouges par le complément. Et même quand on a une forme sans hémolyse, on a quand même plus de 55 que CD59. Pour ceux qui ont la forme juste aplasique, ils ont quand même les deux expressions. Alors, en fait, quand on dit HPN classique ou HPN aplasie, ils ont tous un clone HPN. Donc, ils ont tous des globules rouges qui sont déficients, éventuellement aussi des globules blancs. D'accord ? Mais il y en a où il y a des signes d'aplasie, c'est-à-dire une diminution de la production
des plaquettes, des polynucléaires et parfois aussi des globules rouges, alors que ceux qui ont une HPN classique, ils ont un clone HPN aussi, souvent plus élevés, c'est pour ça qu'on les a diagnostiqués, enfin, assez élevés, c'est pour ça qu'on les a diagnostiqués parce qu'ils sont très hémolytiques, mais ils n'ont pas d'autres signes de cytopénie. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont une moelle qui fonctionne normalement, on va le voir. Mais ils ont tous les mêmes cellules avec le même déficit. Donc, on estime qu'il y a à peu près 1 sur 60 à 1 sur 80 000 personnes qui a cette maladie, donc c'est relativement rare. Il faut savoir qu'on peut en voir à tout âge, mais c'est exceptionnel chez l'enfant avant 15 ans. La prédominance, c'est vraiment l'adulte jeune. La médiane d'âge de diagnostic, c'est 35 ans. Il y a une très discrète prépondérance féminine, on la retrouve dans toutes les études. Si on garde les patients au diagnostic d'HPN hémolytique, il y en a un quart qui avait un diagnostic d'aplasie médulaire qui avait précédé le diagnostic d'HPN. La majorité des symptômes, c'est des douleurs abdos, 20%, parfois des thromboses, un certain nombre qui rapportaient des infections. Alors, il faut savoir que le fait de s'infecter, parce que quand on a un syndrome inflammatoire, on synthétise plus de protéines du complément, donc on hémolyse plus. Le fait d'avoir une infection, ça va aussi accélérer le diagnostic parce qu'on fait des crises hémolytiques au moment des infections. Ça ne veut pas dire que quand on a un HPN tout seul, sans neutropénie, on va faire plus d'infections. En tout cas, les infections sont plus parlantes. Et sur le plan des cytopénies, vous voyez, il y en a à peu près un tiers qui n'avait qu'une anémie, un quart qui avait une anémie, une thrombopénie et quasiment 40% qui avaient une pancytopénie au diagnostic. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement fréquent. La neutropénie seule, c'est très rare. Ça souligne le fait qu'une neutropénie, la neutropénie, ce n'est pas la lignée la plus sensible dans l'aplasie. La survie médiane d'un patient qui a un HPN sans traitement, avant qu'on ait les inhibiteurs du complément, c'est 20 ans. C'est-à-dire que 50% des patients étaient décédés à 20 ans. Quand vous voyez que la moyenne d'âge de diagnostic, c'est 35 ans, c'est une maladie dont le pronostic était malgré tout extrêmement sévère. Et ça, c'était finalement surtout les patients qui avaient une HPN classique, qui étaient qui avaient moins bon pronostic. Pourquoi? Parce qu'ils thrombosent beaucoup plus, un peu plus que les autres. Donc, vous voyez, médiane de survie à 20 ans, tac, tac, hop. Tous ces patients ont quand même un risque de thrombose qui est très important et avec une incidence cumulative de thrombose qui est de l'ordre de 30%. Et surtout, il y a une chose qui est assez importante, c'est que si on est capable de connaître les facteurs de risque additionnels de thrombose de ces patients, être âgé, ce n'est pas hyper étonnant, on sait que le fait d'avoir déjà thrombosé, c'était un facteur additionnel de thrombose. Et surtout, quand on regardait les patients qui avaient une prophylaxie primaire par anticoagulant, en fait, ils ne thrombosaient pas moins que les autres, voire ils thrombosaient plus. Alors, ça ne voulait pas dire que les anticoagulants font thromboser, mais ça veut dire qu'on avait probablement mis cette prophylaxie à des patients qui étaient à haut risque de thrombose et que ça ne les empêchait pas de thromboser. Donc, en fait, avant qu'on ait les inhibiteurs du complément, les patients thrombosaient, même quand on les mettait en anticoagulation curative en prophylaxie. Donc, c'est vraiment la survenue de ces événements thrombotiques qui était le principal facteur affectant la survie, parce que les thromboses qu'on voit chez ces patients, ce n'est pas principalement des thromboses veineuses des membres inférieurs, c'est des thromboses graves, c'est des syndromes de Budd-Chiari, c'est des thrombophlébite cérébrale. C'est en général, il y a des phlébites, mais c'est en général des thromboses à des sites atypiques qui sont responsables de complications sévères. Et donc, c'est tout ce qui faisait la gravité de cette maladie et qu'on a pu réduire grâce au traitement. Alors ça, c'est un schéma qui synthétise de façon assez visuelle la complexité des facteurs associés au risque thrombotique, parce qu'on sait que l'hémolyse est quelque chose de central et on montre que bloquer l'hémolyse, ça diminue le risque de thrombose, mais on sait qu'il y a d'autres facteurs qui sont associés au phénotype thrombogène. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plein d'autres protéines qui sont exprimées à la surface, également des globules rouges, mais aussi des plaquettes, mais aussi des polynucléaires neutrophiles qui ne sont pas exprimés chez ces patients, qui sont anormalement peu exprimés. Et tout ça, ça contribue également au phénotype thrombotique.
pourquoi l'HPN est associé à l'aplasie médulaire. Donc, on sait qu'il y a à peu près un tiers des patients qui ont une aplasie qui ont un clone HPN au diagnostic. Quand on regarde les mutations des patients et celles qui ont un HPN classique, on va dire des novos, c'est exactement les mêmes. Et on sait qu'il y a à peu près un tiers des patients qui ont une aplasie qui était considérée comme idiopathique, qui au cours de leur suivi, si on fait des clones HPN, on va en voir apparaître. Donc, il y a vraiment un lien extrêmement fort entre ces deux maladies. À l'heure actuelle, pour la faire simple, on considère que n'importe qui peut avoir une cellule souche qui va développer une mutation de PIGA, mais ce clone, il n'aura pas, entre guillemets, d'avantage et donc il va disparaître. Si on regarde avec des niveaux de sensibilité très élevés, on peut en trouver chez certaines personnes des cellules qui ont un petit clone HPN et puis il va disparaître. Par contre, dans le contexte de cette maladie particulière qui est l'aplasie médulaire, où il y a une attaque immunologique de la moelle, l'expansion clonale est liée à un avantage, non pas de prolifération, mais de survie des cellules qui sont PIGA mutées par rapport à la moelle normale. Donc, ça veut dire que ces cellules, entre guillemets, elles forment une sorte d'échappement à l'attaque par le système immunitaire dans l'aplasie médulaire, et c'est pour ça qu'elles vont pouvoir s'expandre. Et d'ailleurs, quand vous regardez au cours du temps, les patients, spontanément, le clone HPN, il a tendance plutôt à augmenter progressivement au cours du temps que l'inverse. Donc, en fait, l'HPN, c'est considéré comme un mécanisme d'échappement clonal au stress immunologique dans le contexte d'aplasie médulaire. C'est un concept qui est… Alors, et puis, si on regarde, je vais rentrer dans une chose assez simple, mais si on regarde le profil d'expression génique des cellules CD34 dans la moelle des patients qui ont une aplasie médulaire avec un clone HPN, si on regarde celles qui sont PIGA mutées, celles qui sont PIGA non mutées, donc les cellules normales, et qu'on regarde par rapport à un contrôle sain, le profil d'expression génique qui est le plus proche du contrôle sain, c'est les cellules souches qui sont PIGA mutées. C'est-à-dire qu'elles se comportent plus normalement que les autres dans le contexte de l'aplasie médulaire. Il y a vraiment un mécanisme d'échappement. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a une attaque immunologique avec un antigène cible et que la perte d'expression d'une molécule qui n'est plus exprimée du fait de la mutation PIGA permet d'échapper à cette sélection, entre guillemets, immunologique. Pour l'instant, on n'a jamais démontré formellement, mais c'est une des hypothèses, c'est la principale hypothèse qu'on a. Donc, l'éculizumab, c'était le traitement de référence jusqu'à il y a peu, ça l'est encore officiellement. C'est un anticorps monoclonal qui bloque la phase terminale de la cascade d'activation du complément, qui va donc empêcher la formation du complexe d'attaque membranaire. L'inhibition du C5, elle avait aussi pour avantage de respecter la partie proximale et donc de limiter le risque de complications infectieuses, et c'est pour ça que ça a été développé comme ça, notamment tout ce qui est lié à l'opsonisation en particulier. Ça, c'est des études qui ont été faites dans les années 2000, et donc c'est les premières études randomisées. Vous voyez que ça, c'est la fréquence des transfusions, le nombre de transfusions avant d'entrer dans le protocole, et ça, c'est après dans le bras placebo et dans le bras expérimental. Enfin, c'est l'inverse, mais ça va être quand même. Donc, une réduction extrêmement rapide et importante des besoins transfusionnels. Et vous voyez, ça, c'est le bras qui, pendant les 26 premières semaines, recevait le placebo. Vous voyez, tac, là, ils sont mis dans le bras de traitement et hop, ils rejoignent la courbe de l'autre bras. Donc, il y a vraiment une efficacité extrêmement importante en réduction de l'hémolyse qui, là, est matérialisée par les LDH. Ce qui est important, c'est que alors que la survie des patients, vous vous souvenez de la courbe qui était à peu près comme ça, un peu plus long terme, mais qui avait une survie qui était diminuée, on a pu montrer que grâce à ce traitement, les patients traités, ils ont une survie qui est approximativement
Je dis bien approximativement parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'événements qui peuvent survenir, comme dans l'aplasie médulaire, l'évolution vers une aplasie médulaire, une évolution vers un SMD, une LAM, qui font que ces patients n'auront jamais vraiment la même survie. Mais en tout cas, sur un délai court, ils ont quasiment la survie de personnes qui ont le même âge et le même sexe. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'on a réduit de façon majeure le risque de thrombose de plus de 80% dans les premières études. Et donc, il y a vraiment un bénéfice de survie qui est lié au fait que sous traitement, ces patients ne thrombosent plus. Donc, c'est un traitement qui est relativement contraignant parce que c'est des perfusions par voie intraveineuse qui peuvent se faire en HDJ ou en HAD toutes les 2 semaines à la phase d'entretien. Une fois qu'on a commencé, on n'arrête plus et on peut arrêter si le clone disparaît ou si on est greffé. Des patients dont le clone a complètement disparu. Moi, personnellement, j'en ai vu un. Donc, or, on a une grosse cohorte de patients, c'est exceptionnel. En plus, c'est un traitement qui est contraignant parce que si on décale trop, retarde trop la perfusion, comme on bloque le complément, la population de globules rouges anormaux, HPN, elle augmente dans le sang. Donc, si vous n'êtes plus sous traitement, vous avez un clone érythrocytaire qui est énorme et donc vous avez un risque d'hémolyse qui est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est assez contraignant parce que dans la vie de tous les jours, être obligé d'être au même endroit tous les 14 jours, pas pouvoir partir en vacances plus de 2 semaines, sauf en France parce qu'on peut vous trouver un centre pour vous faire le traitement, pas pouvoir partir faire ses études à l'étranger parce que dans le pays où on veut aller, on ne peut pas avoir accès au traitement. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement contraignant. Puis même ne serait-ce que professionnellement, quand on a un boulot, expliquer à son patron que tous les 15 jours, on doit prendre une demi-journée pour… Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez contraignant. Il y a très peu d'effets secondaires, en dehors de céphalée au moment des perfusions. Par contre, il y a un risque qui est réel d'infection à méningocoque du fait de l'inhibition du blocage du C5 et du complément. Donc, c'est pour ça que ces patients doivent être vaccinés avant le début du traitement par le vaccin tétravalent et le Bexaerol qui est l'anti-B. Évidemment, quand c'est une urgence thérapeutique, quand il y a un patient qui fait une thrombose phlébite cérébrale, on va les traiter en urgence et dans ce cas-là, on les met sous anticoagulants, sous antibiotiques, le temps que le vaccin soit efficace, mais ensuite, on les revaccine donc, tous les 3 ans et nous, on leur donne une prophylaxie par pénicilline en continu en plus du vaccin. Pourquoi ? Parce que c'est… les anticorps eux-mêmes, en théorie, sont efficaces. L'efficacité est complément médié, or, ils n'ont a priori plus de compléments efficaces dans leur sang. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on met une bithérapie, ce n'est pas fait dans tous les pays. Donc, pour synthétiser, c'est une anémie hémolytique intravasculaire qui se caractérise donc, par des transfusions qui sont assez fréquentes, qui s'associent à un risque de thrombose qui fait toute la gravité de cette maladie, qui a été quand même révolutionné par l'apparition des anticompléments en termes de pronostic. On traite les patients donc quand ils ont des besoins transfusionnels, quand ils ont thrombosé, et puis maintenant, on les traite. On les traite aussi quand ils ont un clone HPN qui est très élevé, parce qu'on sait que c'est un facteur de risque majeur d'avoir un clone supérieur à 50%, de faire une thrombose. Sachant que les autres marqueurs qu'on utilise, dont on sait que dans des études rétrospectives, ils ont été montrés comme étant associés au risque de thrombose, c'est le fait d'avoir des stigmates biologiques d'hémolyse importantes, quand vous avez des LDH à 2000, et ou d'avoir des signes cliniques de dystonie, donc tous ces symptômes qui sont liés à l'hémolyse intravasculaire et à la diminution du NO, on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est pas bien, comme les douleurs abdos, comme la dysphagie qui est liée à la dysfonction des muscles de l'œsophage, comme les troubles de l'érection chez les hommes qui sont assez fréquents quand on les interroge, assez fréquents. Donc, tous ces signes cliniques qui sont associés à l'hémolyse, on sait qu'ils sont prédictifs aussi d'une thrombose dans les mois qui viennent. Et donc, tous ces patients, c'est pour ça que les patients qui ont des clones importants avec des signes cliniques ou biologiques, maintenant, on les traite. Le but étant évidemment de les traiter avant qu'ils aient fait la thrombophlébite cérébrale ou
ou une complication sévère, sachant qu'à l'heure actuelle, ces patients qui ont déjà fait des thromboses sévères, on n'arrête pas encore les anticoagulants une fois qu'ils sont sous traitement. C'est des patients qui sont anticoagulés à vie. La grossesse chez les patients qui ont un clone de taille significative, parce qu'on sait qu'avant l'ère du Soliris, les grossesses chez ces patientes étaient des situations extrêmement à risque à la fois pour la mère et pour l'enfant. Il y a beaucoup de morts fétales in utero, beaucoup de complications néonatales, de retard de croissance intra-utérin et aussi de complications thrombotiques et hémorragiques, en particulier au moment dans la période de l'accouchement. Et que depuis qu'on traite ces patientes, on a réduit de façon majeure le risque de complications. Donc maintenant, on les traite pendant la grossesse et en plus, on les anticoagule en préventif avec des HBPF. Pour les patients qu'on ne traite pas, on va les surveiller. Donc, on leur fait, quand ils ont des petits clones, on leur fait un clone une fois par an. Quand ils ont des clones qui augmentent rapidement, on rapproche la surveillance et surtout, on rapproche la surveillance clinique des symptômes, des marqueurs d'hémolyse. Et puis, on surveille ces patients comme une aplasie médulaire parce qu'on sait qu'ils ont un risque d'évolution clonale qui est à peu près du même ordre que celui d'une aplasie médulaire. Donc, tous les 18-24 mois, on leur fait des myélogrammes. Et puis, quand il y a une aplasie médulaire, qui apparaît, un patient qui a une aplasie médulaire avec un clone HPN hémolytique ou non, c'est le même algorithme de traitement qu'une aplasie médulaire standard, c'est-à-dire que s'il a une indication de greffe, on va le greffer, s'il a un traitement immunosuppresseur, on va le greffer. Et sinon, s'il n'a pas d'hémolyse, on ne fait rien. S'il a une hémolyse importante avec des besoins transfusionnels ou une thrombose, on va plutôt le mettre sous éculizumab. Alors, c'est assez rare, c'est assez rare d'avoir au diagnostic en même temps un clone très élevé et une aplasie très sévère, mais ça arrive de temps en temps. Et dans ce cas-là, souvent, on a tendance à traiter vraiment les deux en même temps. Et en pré-greffe, quand ils ont des hémolyses très importantes, souvent on les traite juste avant pour éviter d'avoir des complications liées à l'HPN. En fait, ce n'est pas la dernière version. Alors, il faut savoir, de mon cours, je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Il faut savoir que maintenant, je vais vous trouver ça. Maintenant, on a plein. Je vais juste vous montrer trois petites choses. Maintenant, on a plein de nouveaux médicaments qui arrivent depuis quelques années. C'est un PDF. On a plein de nouveaux médicaments qui arrivent depuis quelques années. Ça, c'est le fichier qui arrive depuis quelques années dans l'HPN. Vous voyez, ça c'est SAL-Cyclo Revolade versus SAL-Cyclo standard. Ça, c'est le taux de rémission complète. Et ça, c'est l'EFS, qui est clairement supérieur dans le deuxième. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, on sait que même si ça marche très bien en termes de prévention du risque de thrombose et de réduction des besoins transfusionnels, on sait qu'il y a une proportion non négligeable de patients qui vont avoir une réponse qui n'est pas parfaite et qui vont avoir soit des transfusions très régulières, soit des transfusions occasionnelles et qui gardent une anémie qui a quand même un impact sur leur vie quotidienne. Ça, c'est des patients qui sont tous traités par Soliris depuis une médiane de 6 ans. Donc, finalement, il y a quasiment 40% des patients qui ont une réponse qui est incomplète sous éculizumab. Alors, on a plein de nouvelles molécules qui ont été développées. Apparemment, les gens ne voient pas ce que vous montrez. Ah merde! C'est parce que j'ai oublié de lancer le partage d'écran. Je suis désolée. C'est quoi? Ouais. Donc, je vous disais ça, c'est les taux de réponse à long terme. Donc, réponse complète, bonne réponse ou des réponses qui sont partielles ou mineures. Donc, ça, c'est à 6 mois du début du traitement et ça, c'est la dernière évaluation faite. Donc, en moyenne, on était à 6 ans du début du traitement. Vous voyez qu'il y a une proportion non négligeable de patients qui ne sont pas en excellente réponse. Et ça, c'est à peu près toutes les nouvelles drogues dont on dispose. Donc, le ravulizumab qui devrait être disponible hors protocole dans les mois qui viennent, c'est la forme longue durée de l'éculizumab, donc qui a l'avantage de se faire toutes les 8 semaines
ce qui fait que ça permet d'avoir quand même une qualité de vie qui est quand même beaucoup plus simple pour les patients. C'est une perfusion qui dure 3 heures à peu près et vous êtes tranquille pour 8 semaines, ce qui sera déjà quand même un avantage très significatif pour les patients, avec une efficacité qui est similaire, voire qui peut être un peu meilleure chez certains patients, en particulier parce que c'est adapté au poids, alors que l'éculizumab était donné à dose fixe, et là, on a une dose qui est adaptée au poids, donc il y a peut-être des patients qui étaient sous-dosés qui seront mieux dosés. Ensuite, vous avez des anticorps, un autre anticorps monoclonal anti-C5 qui s'appelle le crovalimab, qui est un anticorps qui a été modifié pour avoir un système de réinternalisation et pour une durée de vie plus longue et qui a l'avantage de se faire par voie sous-cute, mais qui a une efficacité qui est à peu près similaire à l'éculi. Et puis des molécules qui sont des inhibiteurs de la partie proximale, donc du complément, qui agissent beaucoup plus en amont. Un anti-C3 qui est le pegcetacoplan, un antifacteur B qui est l'iptacopan, et plusieurs antifacteurs D, dont un qui s'appelle le danicopan, il y en a un autre qui est en cours de... Et toutes ces molécules ont fait l'objet d'évaluations chez des patients. Dans l'immense majorité des patients, des études étaient des patients qui étaient pas bien, qui étaient mauvais répondeurs à l'éculi, c'est-à-dire qui gardaient une anémie avec des rétiques élevés, des LDH élevés. Et vous voyez, les patients qui ont été inclus dans cette étude, c'était souvent des patients qui restaient transfusés avec des rétiques très élevées et une anémie. Et donc, vous voyez que ces nouvelles molécules qui ont une émission plus proximale, elles permettent un gain clair en termes d'hémoglobine chez ces patients. Donc, une efficacité avec des bons résultats en termes de qualité de vie aussi. Voilà. Après, il faut se méfier parce que c'est des molécules qui ont une efficacité parce qu'elles agissent de façon plus proximale, mais chez lesquelles on peut avoir aussi d'autres effets secondaires. Donc, on a encore un recul qui est assez limité. Et vous voyez qu'on s'est rendu compte chez ces patients en monothérapie qu'il y a pas mal de patients qui finalement avaient fait des épisodes hémolytiques assez sévères. On voit rarement sous éculi, et il y en a un certain nombre qui ont arrêté le traitement à la fin de la phase d'évaluation parce qu'ils avaient fait ces complications. Donc à l'heure actuelle, nous on l'utilise vraiment chez les patients qui ne répondent pas et il faut être hyper prudent quand il y a des situations à risque d'hémolyse. Ça c'est le même molécule mais chez des patients naïfs, donc versus le standard of care, c'est-à-dire le Soliris qu'on a vu, donc les résultats qui sont assez encourageants. Une autre molécule qui est l'iptacopan, qui est un inhibiteur du facteur B qui se prend par voie orale. Et ça, c'est la première étude et globalement, les résultats, nous, on a quelques patients qui l'ont eu et surtout là, on l'utilise en monothérapie chez des patients soit naïfs, soit des patients qui étaient sous éculi, et les résultats sont pour l'instant en tout cas excellents, avec un traitement qui est purement par voie orale. Voilà, danicopan qui est inhibiteur du facteur D, qui est un autre mécanisme de régulation du complément. Vous voyez qu'il y a clairement, là c'était des bithérapies avec l'éculi chez des patients très transfusés, et il y a une réduction très significative du nombre de transfusions chez ces patients. Donc, on a beaucoup de molécules qui vont toutes être testées en monothérapie, même si elles ont été évaluées initialement en bithérapie, et probablement des possibilités de choisir en fonction des préférences entre du Péros, de l'IV tous les 2 mois, du sous-cut en fonction des préférences des patients, et puis de certaines caractéristiques, si on arrive à affiner, savoir pourquoi certains répondent mieux à l'un ou à l'autre. Voilà. Mais bon, c'est encore des molécules pour lesquelles on a un nombre de patients traités qui reste assez faible. Hein. Donc, on ne peut pas exclure qu'on ait des événements, des effets secondaires qui se dévoilent quand on aura un plus grand nombre de patients traités. Voilà. Mais des choses qui bougent. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est un peu compliqué parce que c'est un peu 2 maladies en une. L'HPN notamment. Mais voilà, de toute façon, vous en aurez d'autres des cours. Voilà. Donc surtout,
Quand vous avez des cytopénies que vous ne comprenez pas, il faut faire des biopsies moelles parce que si on ne le fait pas, on n'a pas forcément de diagnostic et ce n'est pas toujours une pancytopénie. Et parfois, quand on a des anémies macrocytaires qu'on n'explique pas, il faut penser à faire un clone HPN parce qu'un patient qui a un clone à 12%, il peut avoir juste une macrocytose. Donc, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser. Il n'y a pas forcément de stigmate d'hémolyse et donc ça peut permettre d'éviter un certain nombre d'examens compliqués.